Jambo, Hotep, bonjour à tous. Je suis Marcelin Dabo, docteur ingénieur en contrôle commande de système dynamique. Je suis également chercheur indépendant, ingénieur dans l'industrie. Alors, je vous ai présenté déjà quelques vidéos dans lesquelles j'ai parlé des systèmes du premier ordre, quelques caractéristiques, notamment les lois fondamentales de réponse des systèmes autonomes, des systèmes euh, dont l'entrée est un échelon. Donc, j'ai parlé de réponse indicielle, j'ai parlé de la formule de l'isoconstante de temps et qui n'est pas beaucoup utilisée, basée sur le temps de réponse, basée également sur le temps de montée. J'ai parlé aussi, en troisième position, d'un critère d'identification des systèmes du premier ordre que j'ai introduit, basé sur le ratio de temps de réponse à des pourcentages spécifiques. Et enfin, pour les premiers ordres, j'ai parlé toujours en boucle ouverte en supposant que c'est un système stable avec une approche strictement temporelle de tout ce qui est design, c'est-à-dire conception de systèmes dynamiques en fonction de performances temporelles ou alors en fonction de performances fréquentielles. D'accord? Ensuite, je suis passé au système du second ordre pour lesquels j'ai d'abord présenté un ensemble de résultats à partir desquels qui montrent qu'il nous est possible de calculer le temps de réponse à un pourcentage fixé, euh, aussi bien pour un système apériodique que pour un système à amortissement critique et enfin que pour un système fortement amorti. D'accord? Maintenant que j'ai présenté ces éléments-là, je les ai faits en ce qui concerne les systèmes du second ordre, en me basant sur un nouveau concept que j'ai introduit, qui est que, quel que soit le système dynamique du second ordre que l'on considère, ce dernier n'a qu'une seule constante de temps, quel que soit le coefficient d'amortissement. Ce dernier peut être, le coefficient d'amortissement peut être compris entre 0 et 1 au sens ouvert. Euh, et donc à ce moment-là, les expressions que nous avons, la dynamique du système se passe dans la trigonométrie circulaire et en général, l'automatique traditionnelle nous dit que nous avons deux constantes de temps qui sont des complexes conjugués, taux 1 et taux 2. Lorsque le coefficient d'amortissement vaut 1, lorsque le système est à amortissement critique, à ce moment-là, nous avons une constante de temps qui est double. Et enfin, à ce moment-là, notre système plutôt vit dans un espace qui est linéaire. En dernier lieu, lorsque notre système est un système qui est fortement amorti, nous avons deux constantes de temps à nouveau qui sont des constantes cette fois-ci qui sont purement réelles. Eh bien, donc, voici un peu ce que l'automatique traditionnelle nous dit. Par rapport aux résultats de recherche en tant que chercheur indépendant sur lesquels je suis tombé, que j'ai pu découvrir, en tout cas, je n'ai jamais vu ça jusqu'à présent dans l'automatique, j'ai pu mettre en exergue, excusez-moi, j'ai pu mettre en avant le fait que on a une seule constante de temps et c'est ce que nous allons voir dans les concepts tout de suite. Donc, si vous êtes prêts, après cette introduction, on y va. Si effectivement, pour un système du second ordre, voici ce que nous avons comme équation différentielle. Pour un système d'ordre supérieur, allant jusqu'à n, avec n pouvant être un ordre strictement supérieur à 2, comme vous pouvez le voir ici, nous avons les coefficients, normalement, qui sont les an, qui sont devant ces dérivés-là, d'accord, devant ces expressions, dérivées de la sortie par rapport au temps à l'ordre n, par exemple, à l'ordre n-1 que multiplie le coefficient an-1, et exactement pour A2, pour A1, et ensuite le
A0 que nous avons, il est normalement ici. Et enfin, on dit que l'ensemble de cette équation est égal à B, qui est le gain de l'entrée que multiplie E de t. Il ne vous aura pas échappé que pour un second ordre, on ne se limite qu'à cette partie-là. Maintenant, voyons de quoi il s'agit en général. Quand nous avons un système dynamique de ce type-là, avec le A0 qui est ici, en divisant partout par A0, nous avons ici le gain statique. Ce qui veut dire quoi en réalité? C'est que lorsque tous les termes de la dérivée s'annulent, à ce moment-là, nous sommes en régime permanent parce que la sortie ne connaît plus de variation. Ne connaissant plus de variation, il reste seulement cette expression qui est S de t et qui est fonction de l'entrée. Voici pourquoi, pour calculer ce gain-là, il suffit de diviser à partir d'un certain temps pour lequel notre système ne connaît quasiment plus de variation, c'est-à-dire lorsque le temps tend vers l'infini, ou des très faibles variations négligeables. À ce moment-là, on divise la sortie par l'entrée et nous obtenons une constante. C'est cette constante B sur A0 qu'on appelle le gain statique. Statique parce qu'il n'y a plus de variation. Maintenant, le reste des termes, comment allons-nous les désigner? Lorsque nous regardons d'un point de vue de cette expression ici, ok, nous savons que dans le cas d'un système du premier ordre, par exemple, nous allons nous limiter tout simplement à A1 sur A0. Nous voyons que A1 sur A0, c'est ce que nous appelons la constante de temps de notre système du premier ordre. Et son unité, ce sont des secondes. Mais à regarder de près, nous voyons que ce A1 sur A0, en réalité, si on l'appelle constante C1, il multiplie cette expression qui est au dénominateur. Et du coup, d'un point de vue des équations aux dimensions, la seconde que divise une seconde, ça se simplifie. Et donc, nous gardons la même unité de cette sortie-là, qui est ici. Nous la gardons également là. Et donc, nous avons une équation homogène en unité grâce à la constante de temps. Et donc, l'unité ici au niveau du gain et l'unité au niveau de l'entrée aussi nous permet d'avoir quelque chose d'homogène par rapport à ce que nous avons ici à gauche pour un système du premier ordre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a un système d'ordre supérieur? Admettons un second ordre comme on peut le voir ici. Eh bien, pour cela, nous voyons que les expressions des dérivées que nous obtenons ici, dérivée seconde par rapport au temps au carré, dérivée à l'ordre n-1 par rapport au temps, dérivée à l'ordre n par rapport au temps, toujours à cet ordre n-là, et les numérateurs, ces expressions qui sont au numérateur, gardent les unités de cette expression de sortie-là. C'est-à-dire que si ça, ce sont des mètres, le d de s, c'est un deuxième point moins un premier point et l'unité, ce sont des mètres, par exemple. Ici, excusez-moi, quand on prend des deux, ce sont les unités de la dérivée ici que nous conservons. Et comme c'était des mètres, nous allons tout simplement partir de mètres ici pour un premier point, moins mètres pour un deuxième point, et pareil. Et donc ça, ici, on garde les mètres, et ainsi de suite, jusqu'à dn-1, où l'unité est le mètre, admettons, et finalement dn de s, où l'unité est le mètre. Par contre, au dénominateur, le dt carré, c'est des secondes carrées. Le dt de n-1, c'est des secondes n-1. Ici, c'est des secondes à la puissance n. Ce qui fait qu'en observant de très près cette expression-là pour un système du second ordre, par exemple, je définis ce que j'appelle la constante de temps naturelle. C'est ce que j'appelle ici la constante de temps naturelle. Ce A1 sur A0. Ensuite, ici, celle-ci, le A2 sur A0, je l'appelle la constante du carré du temps. Parce que c'est une constante qui vient multiplier l'expression ici au dénominateur, qui est élevée au carré et qui est une fonction dont l'unité est le temps au carré, et ça donne un carré du temps. Voici pourquoi, de mon point de vue, les systèmes dynamiques, selon mon paradigme, ces systèmes dynamiques ont, chaque système dynamique a sa signature temporelle, a son pas temporel. Voici pourquoi j'ai défini ici le pas temporel linéaire, ou alors la constante de temps. D'accord? Donc la constante de temps,
c'est d'un certain point de vue, lorsque le système bouge, il bouge dans l'espace, OK, en atteignant des points à des instants qui sont des multiples de cette constante de temps. OK? Voici pourquoi. Comme ce sont des multiples de cette constante de temps, quand on regarde un être humain bouger, on voit que ce sont des pas que nous faisons. Voici pourquoi j'appelle cette constante de temps, dans un certain sens, le pas temporel linéaire. OK? Ou la constante de la droite temporelle. OK? Donc, il y a trois noms. Le nom que nous connaissons la plupart du temps, c'est la constante de temps. A1 sur A0 pour un système du premier ordre. Pour un système du second ordre, c'est pour moi la constante de temps naturelle. Pourquoi naturelle? Parce qu'en écrivant l'expression de cette façon-là, il nous apparaît naturellement que ce rapport A1 sur A0 est tout à fait le rapport lié à cette droite temporelle. Voici pourquoi je l'appelle la constante de temps naturelle. Maintenant, si nous regardons le A2 sur le A0, c'est le pas de la surface temporelle. Pourquoi surface temporelle? Parce que le dt est élevé au carré. Et donc, le carré me ramène à une unité de surface, en quelque sorte. Mètre fois mètre, ce sont des mètres carrés. Donc, c'est une surface du plan. Voilà. Seconde par seconde, pour moi, si on le regarde dans un certain sens, on trouve une surface temporelle. OK? Et donc, j'appelle aussi cette constante-là la constante du carré du temps. Donc, le temps élevé au carré. Ou alors la constante de la surface temporelle, qui est le A2 sur A0. Si on avait l'expression ici qui s'affichait du type A3 sur A0, je l'aurais appelé la constante du cube temporel, ou la constante du cube du temps, ou la constante du volume temporel. Voici comment je l'aurais appelé. C'est pourquoi ici, dans le cas de l'ordre n, j'appelle cette expression qui est an sur a0 par la constante de l'hypersurface. Pourquoi je dis hypersurface? J'aurais pu dire hypervolume. C'est tout simplement parce que le degré ici, n, dépasse largement 3. D'accord? Donc, je parle aussi d'hypersurface temporelle d'ordre n. Donc, ça, c'est une constante qui est définie ainsi. Maintenant que ces bases-là sont posées, alors, ces types d'expressions, je ne les ai pas rencontrés dans la physique. Peut-être que ça existe et qu'aujourd'hui, ce n'est jamais utilisé. Par contre, je reviens toujours à mon discours de départ, c'est que si toutefois dans la littérature, c'est des choses qui n'ont jamais existé, je pense, en toute humilité, réalité concrète, que c'est moi qui suis le premier à les introduire dans l'enseignement des systèmes dynamiques, en tout cas dans l'approche des systèmes dynamiques du second ordre. Maintenant, passons à l'étape suivante. Nous nous concentrons maintenant sur les systèmes du second ordre, puisque c'est ça l'objet de notre étude, après avoir fait les brèves introductions et définitions que je viens de vous donner. Et bien sûr, tous ces éléments sont dans le livre et je vais un peu plus en profondeur par rapport à ces données-là. Maintenant, comme je vous ai dit précédemment, je considère la chose suivante. Taux n, la constante de temps naturelle de mon système du second ordre, il vaut A1 sur A0 parce que c'est l'expression qui est juste positionnée ici devant. Et c'est tout à fait comme un premier ordre. Donc, c'est la constante de temps de notre système qui est là parce qu'elle vient multiplier ce que j'appelle cette droite temporelle qui est le dt. Maintenant, si nous regardons l'expression A2 sur A0, ça, c'est la constante du carré du temps. D'accord? La constante de temps relative au carré du temps. Et cette constante de temps, c'est A2 sur A0. Et donc, en faisant le ratio entre la constante de temps, la constante du carré du temps ici, par la constante de temps naturelle, nous obtenons ce que j'appelle la constante de temps relative. Cette constante de temps relative est égale à A2 sur A1. D'accord? Et donc, ce A2 sur A1
nous verrons sa valeur lorsque nous allons passer à cette expression-là. OK? Nous verrons ce que ça vaut. D'accord? Et donc, le gain statique, comme vous pouvez le voir ici, c'est B sur A0, ça n'a pas changé. Donc, en passant à partir de ces expressions-là, que sont le taux indice taux, qui est la constante du carré du temps, la constante de temps naturel, nous reprenons cette expression qui est ici, que nous mentionnons là, et par conséquent, nous obtenons taux indice taux que multiplie l'expression de la dérivée seconde de la sortie, à laquelle je viens rajouter la constante de temps naturel que multiplie la dérivée de la sortie par rapport au temps, et je viens rajouter finalement la sortie par rapport au temps est égal au gain statique que multiplie l'entrée de notre système. Ce type d'expression, vous voyez ici, une autre forme pour l'écrire de manière plus générale qui est présente dans la littérature et l'enseignement de l'automatique depuis déjà quelques années. Donc, ce sont des expressions qui utilisent deux paramètres, essentiellement la pulsation naturelle, ici l'oméga n, le coefficient d'amortissement qui nous permet de savoir si notre système est oscillant ou pas en fonction de son intervalle d'appartenance. Et il y a le troisième paramètre qui est le B, qui est le gain que multiplie l'entrée. D'accord? Donc, en faisant l'analogie paramètre à paramètre, le taux T, qui est le A2 sur A0, défini ici, il est égal à 1 sur oméga n carré là. Et ensuite, le taux n, qui est la constante de temps naturelle de mon système, il est égal à A1 sur A0, est égal à 2 xi sur oméga n. Et donc, la constante de temps relative que nous avons, dont je parlais tout à l'heure, qui me permet de diviser le taux indice taux par le taux indice n, donc on a 1 sur oméga n carré, que multiplie oméga n sur 2 xi lorsqu'on fait la division, donc on multiplie par l'inverse de la fraction qui est au dénominateur, et ceci m'amène à avoir du 2 xi 1 sur 2 xi oméga n. Ça, c'est la constante de temps relative. D'accord? Et donc, cette constante de temps relative que nous avons ici va nous servir, va beaucoup nous servir dans la suite. Donc, je définis en fait ici ce que j'appelle la constante de temps relative de mon système. Le gain statique, bien sûr, il vaut juste B sur oméga n carré. Ensuite, je déduis de cette expression-là que la constante de temps de mon système du second ordre, quel que soit le coefficient d'amortissement, quelle que soit la pulsation naturelle, vaut tout simplement le double de la constante de temps relative. Ce qui me donne 1 sur xi oméga n, qui est l'expression que j'ai annoncée depuis tout à l'heure. Donc, voici comment, par une nouvelle vision, j'arrive à cette définition de la constante de temps d'un système du second ordre. OK? Quels que soient ses coefficients d'amortissement et pulsation naturelle. Maintenant, voyons voir les expressions que nous avons. OK? Lorsque nous regardons ces expressions que nous avons, parce que ça, c'est justement le delta que je pose ici, c'est tout simplement le discriminant de l'équation caractéristique, pour vous souvenir. C'est-à-dire que quand on doit résoudre cette équation du second ordre, il nous faut d'abord poser l'équation caractéristique en disant que c'est A2 sur A0 R carré, par exemple, plus A1 sur A0 R, plus A0 ici est égal à 0 et ça nous fait une équation du second ordre. On cherche les discriminants, etc. Et donc, l'expression de ce discriminant-là est en fonction d'un coefficient d'amortissement. La valeur qu'il prend ici implique que le coefficient d'amortissement est strictement inférieur à 1. Donc, 1 est notre référence. OK? Ces expressions, vous les avez vues dans les vidéos précédentes pour lesquelles je vous ai dit que lorsqu'un système est faiblement amorti, la sortie de notre système ici pour un système autonome s'écrit de cette façon où nous avons ici la condition initiale non nulle. Alors, un système autonome, je reprends juste, c'est un système pour lequel l'expression de l'entrée ici est nulle. Alors, pour qu'il y ait de la dynamique, si c'est un système stable, il faut l'écarter de sa position d'équilibre, relâcher le système et après, le système va converger en suivant, bien sûr, dans ce cas-ci,
où le coefficient d'amortissement est strictement inférieur à 1, cette loi, d'accord? Il se trouve que cette loi, son expression, c'est j'ai une constante ici, ok? J'ai une fonction sinus, donc je vis dans un monde circulaire. Et je peux appliquer les lois fondamentales de la trigonométrie circulaire. Et donc, en parlant d'ailleurs de trigonométrie circulaire, je viens faire hommage aux prêtres de Kemet, les prêtres de l'Afrique pharaonique, les prêtres africains noirs de l'Afrique pharaonique, qui connaissaient le théorème qu'on appelle de Pythagore 1000 ans avant la naissance de Pythagore, au moins. Puisque Pythagore lui-même a été formé en Afrique, il a séjourné en Afrique, sur la terre de Kemet, en Égypte ancienne, pendant 22 ans, où il a reçu des instructions et des formations auprès des prêtres africains. Et beaucoup de choses, notamment la gamme diatonique dont on parle de Pythagore, n'est pas était connue des prêtres africains. Donc je reviens à ce que je disais. Le sinus ici que nous avons est un témoignage du fait que nous vivons, ce système vit dans la trigonométrie, dans le monde circulaire. Et cette fonction sinus-là est enveloppée par cette fonction exponentielle qui pousse ce résultat-là vers un point d'équilibre. J'ai encadré en rouge, je vais vous inviter à bien observer les fonctions exponentielles encadrées en rouge ici pour le moment, nous y reviendrons. Lorsque je viens prendre un système ici dont le coefficient d'amortissement vaut 1, c'est-à-dire à amortissement critique, la solution que je trouve est ici. Toujours la condition initiale non nulle, puisque si elle est nulle, eh bien nous restons, il n'y a pas de dynamique, puisque toute cette expression s'annule. Pareil ici, pareil là également. Et donc, ce que nous avons, c'est quoi en réalité? Le S de T là, le SD de P, la condition initiale, elle multiplie cette expression-ci, qui est 1 plus xi oméga n t moins td, qui est une fonction affine tout simplement par rapport au temps. D'accord? À ce temps relatif. OK, relatif par rapport à l'instant de départ. Et donc, ça me fait dire que dans le cas où nous avons un système à amortissement critique, le système vit sur une droite, qui est celle-ci, est donc poussé toujours par cette fonction exponentielle enveloppe vers l'état d'équilibre. Dans le cas où nous avons un coefficient d'amortissement qui est strictement supérieur à 1, c'est là que changent les choses. L'automatique traditionnelle, ou la plupart des expressions connues, n'écrit pas cette dernière loi sous cette forme-là. Elle l'écrit tout simplement sous la forme de somme d'exponentielles. D'accord? Mais en y regardant de près, nous voyons que nous vivons, le système vit dans ce cas-ci, lorsque le système dynamique que nous étudions est fortement amorti, je reprends, le système vit dans un monde hyperbolique. Et donc, dans ce monde hyperbolique, nous appliquons bien sûr toutes les fonctions trigonométriques hyperboliques liées à la trigonométrie hyperbolique, à savoir ici sinus hyperbolique, cotangente hyperbolique également. Et donc, ce qu'il y a sous la racine carrée, on prend le xi carré moins 1, qui est l'opposé de 1 moins xi carré dans le cas de la trigonométrie circulaire, parce que nous vivons dans ce cas-ci dans le monde circulaire. Bien. Donc, nous voyons que ces deux expressions-là, celle-ci et celle-ci, sont identiques. Maintenant, quel est le point commun entre ces trois expressions? Vous voyez que c'est l'exponentielle de moins xi oméga n t moins td. Maintenant, si nous observons tout à fait correctement ce taux que j'ai défini là, le taux S, d'ailleurs, cette expression de l'exponentielle, ici, il n'y a pas de signe moins, ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal, c'est parce que j'ai fait rentrer le signe moins là, ici. Et donc, ce signe moins que j'ai fait rentrer ici, eh bien, nous fait permuter TD et T. D'accord, en termes de position. Alors que ici, c'est T moins TD, donc le signe moins est à l'extérieur. Quand on le fait rentrer, on a TD moins T. Bien. Si on considère cette expression-ci, avant d'aller plus loin d'ailleurs dans cette analyse-là, regardons bien le cas des systèmes du premier ordre. Eh bien, dans ce cas, pour un système autonome exactement comme ici, nous avons la sortie S de t.
qui est égal à SD, le signal de départ, donc l'instant, enfin la condition initiale, que multiplie une fonction exponentielle de moins t moins td, donc on retrouve le signe moins là qui est ici, par exemple, moins t moins td, que divise la constante de temps. Mais en fait, en réalité, lorsqu'on observe, en étant posé bien sûr, parce que ici, pour trouver ce type de résultat, voici pourquoi dans mon livre, je parle de contemplation du résultat écrit. On vient contempler le résultat écrit, c'est-à-dire regarder le résultat dans toute sa quintessence et sa profondeur. Voici pourquoi, en regardant le résultat de cette manière-là, nous avons ici cette expression-là qui est au niveau de l'exponentielle, dont nous pouvons voir le caractère très proche de cette expression-ci. Ici, nous divisons par taux. Eh bien, si nous divisons par taux ici, qu'est-ce qui va se passer en fait? Si nous essayons de nous rapprocher, de rapprocher cette expression de celle-ci, que va-t-il se passer? Nous allons avoir que le t moins td divisé par taux est égal à ça, est égal à cette expression-là. Et donc, taux, 1 sur taux est égal à xi oméga n. C'est ça que nous allons avoir. Et donc, le taux sera égal à 1 sur xi oméga n. Par conséquent, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le fait que ça nous permet de retrouver la définition de la constante de temps que nous avons donnée et expliquée avant d'arriver à cette phase-là. Donc, le taux S que nous avons calculé, qui est le double de la constante de temps relative, il vaut 1 sur xi oméga n. Et il suffit de poser ici t moins td divisé par taux S, ok, où taux S est égal à 1 sur xi oméga n, donc en divisant par une fraction, eh bien, on inverse la fraction, on multiplie par l'inverse de la fraction, donc t moins td, l'inverse de 1 sur xi oméga n, c'est xi oméga n que nous avons ici, et nous gardons le signe moins. Voilà d'où vient cette observation que j'ai faite. Voilà donc l'origine qui me fait poser en toute tranquillité que de la même manière, par analogie à un système du premier ordre, il n'y a en réalité qu'une seule constante de temps pour les systèmes du second ordre. Dans tous les cas, ce type de résultats, on ne peut pas les observer dans la tergiversation et la prestidigitation, ou alors dans la surexcitation, on ne peut pas. Hein? On ne peut pas. Il faut être posé, et d'ailleurs, parce que parfois vous travaillez avec des personnes, pour un rien, les gens sursautent jusqu'au plafond. Non, dans des conditions comme ça, il n'est pas possible d'observer des résultats de ce type-là. Voilà. Donc, vous voyez que dans un cas qui est très, très bien précis, dans un premier cas, donc pour arriver à cette observation-là, il a fallu d'abord changer le type d'écriture. Ce n'est qu'en changeant le type d'écriture qu'on arrive à exprimer ce résultat-là avec une fonction exponentielle et tout de suite la ressemblance apparaît, la forte ressemblance apparaît. D'ailleurs, pour les mathématiciens qui me suivent, je me pose la question suivante. Passer de la fonction sinus à la fonction hyperbolique, à la fonction sinus hyperbolique, voilà, qu'est-ce que ça implique comme transformation? Parce que c'est ça qu'on pourrait se dire aussi. Pour un système dynamique du second ordre, lorsque le coefficient d'amortissement est strictement inférieur à 1, nous sommes dans la trigonométrie circulaire. Dès que ce coefficient d'amortissement bascule sur des valeurs qui sont strictement supérieures à 1, nous basculons dans la trigonométrie hyperbolique en étant passé par la fonction linéaire, par une droite. D'accord? Donc, on pourrait voir ça comme étant une transformation, hein, un phénomène de transformation pour passer du cercle à l'hyperbole. Ça me rappelle les fonctions coniques que j'ai étudiées sur la terre bénie et sacrée de l'Afrique, hein, au Sénégal. Hein. Je suis un Africain du Sénégal. Et donc, à partir de ça, cela me rappelle tout ça. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que
Voici l'origine. Voici ce qui m'a amené à ce résultat qui pour moi est une innovation dans le contrôle-commande des systèmes dynamiques. D'accord? Maintenant que je vous ai dit ça, je récapitule encore une fois. Donc, je pars des choses que je définis. Je définis d'abord ces expressions-là qui ont été déjà étudiées, calculées, posées dans le contrôle-commande des systèmes dynamiques, dans l'automatique. On écrit de cette façon pour ce type de cas par rapport au coefficient d'amortissement. Pour les cas des systèmes, donc si est égal à 1, on écrit le résultat de cette façon. Et ensuite, et enfin, par rapport à ça, l'écriture la plus répandue, c'est une somme de fonctions exponentielles. Par contre, je dis et je répète que il n'y a qu'en écrivant comme ça, en faisant la contemplation des résultats. Encore une fois, pas d'excitation, ni de surexcitation, ni d'hypoexcitation, ni de hyperexcitation. Et donc, ni de prestidigitation, ni de tergiversation. Eh bien, en contemplant le résultat dans la profondeur de la vérité, nous arrivons à observer que notre exponentielle ici est commun. C'est une fonction qui est commune aux trois équations que nous écrivons ici. Et donc, à partir de là, il suffit d'aller jeter un coup d'œil chez le petit frère. Voici pourquoi le petit frère a de l'importance, le système du premier ordre. C'est lui notre base. Et donc, on le regarde bien. Comment l'expression s'écrit? On divise par taux, on vient ici, on fait une identification. Une identité, tout simplement. On dit T moins taux TD que multiplie moins xi oméga n est égal à T moins TD divisé par un certain taux que j'appelle taux S. Les T moins TD se simplifient, on déduit taux S qui est égal à 1 sur xi oméga n que nous voyons ici. Et maintenant, comment définir ce 1 sur xi moins oméga n à partir de notre équation? C'est ce que je vous ai présenté ici. D'accord? C'est-à-dire que je pars d'une expression qui est généralisée pour les systèmes du second ordre avec des notions de constante de temps naturelle de mon système, avec des notions de constante de temps du carré du temps. Donc, constante de temps naturelle, constante de temps ou constante de la droite temporelle, constante du carré du temps ou constante de la surface temporelle ou constante de la constante surfacique, d'accord? Constante temporelle surfacique, ok? Et donc, en faisant le ratio entre taux t sur taux n ici, on obtient la constante de temps relative parce que le A2 sur le A0 que divise A1 sur A0, ça fait A2 sur A0 que multiplie A0 sur A1. Et donc, le A2 est en haut, il est là. Le A1 sera en bas, il est là. Et donc, ça me donne la constante de temps relative de mon système. Et lorsque je le calcule, à partir de ces expressions-là qui viennent d'ici, j'ai la constante de temps relative qui est égale à 1 sur 2 fois xi oméga n. Et donc, il suffit de le doubler pour tomber sur cette expression-ci. Voici pourquoi, pour tout système dynamique du second ordre, la fonction exponentielle va me pousser toujours avec sa constante de temps. Et par extension, je dis bien par extension, même si j'ai un système d'ordre supérieur, si j'arrive à écrire mes solutions, ça, je ne l'ai pas encore exploré. Si j'arrive à écrire mes solutions de cette façon-là dans le système d'ordre supérieur, c'est-à-dire d'ordre 3, d'ordre 4, etc., si j'arrive à l'écrire de cette façon-là, la constante de temps de mon système, c'est celle-ci. C'est ce qui est contenu dans l'exponent. Ce n'est pas ailleurs. D'accord? Et maintenant, nous allons très prochainement voir de quoi il s'agit. Nous allons très prochainement voir comment, à partir de cette expression-là, j'arrive à calculer pour quelle que soit la constante, le damping ratio, le coefficient d'amortissement, j'arrive à donner de manière explicite les formules qui vont me permettre de calculer les temps de réponse de mon système ou les temps de montée-descente comme je l'ai montré dans de précédentes vidéos. Et n'oubliez pas, voici un livre
qui va être Nzian Bizaf. Choukran, qui va être mais délicieux. Hein? Donc, je donne dedans beaucoup d'informations sur cette nouvelle vision que j'apporte dans l'automatique sur la base d'un nouveau paradigme et donc qui implique les nouvelles méthodes que je vais vous présenter. D'accord? J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Faites-moi part de votre retour. Et puis, sinon, n'hésitez pas, s'il vous plaît, likez, partagez les vidéos et puis partagez le plus possible pour que les personnes puissent bénéficier de cette nouvelle vision, de ce nouveau paradigme, afin qu'elles puissent avancer dans leurs travaux. Je vous remercie beaucoup. J'espère que la contribution que j'apporte sera bénéfique pour chacun, chacune d'entre nous. Encore une fois, merci, Baran, Shokran, et thank you, Djerejef, obrigado, et puis je vous dis, ma foi, à très bientôt pour une autre vidéo.